Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume et un invité, nous allons nous poser la question suivante: où investir en 2023 pour faire fructifier son épargne? Et je te laisse, Guillaume, définir déjà ce que c'est qu'une action et une obligation. Oui, c'est important pour commencer déjà de rappeler les bases. Quand on parle de marché financier, on va ici s'attarder principalement sur les actions et les obligations. Alors une action, qu'est-ce que c'est? Une action, c'est tout simplement un titre de propriété qu'on détient sur une entreprise. Contrairement à une obligation où là, c'est une dette finalement. Les entreprises vont pouvoir émettre des obligations dans le but de se financer sur les marchés financiers. Donc dans un premier cas, on est actionnaire d'une société et dans le second cas, on détient un droit de créance d'une société. Et je l'ai dit au début de ce podcast, nous sommes en présence d'un invité, Camille Houet, expert financier dans une grande banque privée française, qui nous fera l'honneur de répondre à la question suivante: où investir en 2023 pour gagner de l'argent, j'ai envie de le dire concrètement. Camille, merci d'avoir accepté déjà d'échanger avec nous sur cet épisode un peu spécial sur les marchés financiers. On va échanger ensemble sur justement qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois, sur l'année dernière, parce qu'on sait que ça a été très mouvementé au niveau des marchés financiers, et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2023, et donc en déduire un peu des différents actifs sur lesquels on peut investir pour espérer une performance positive sur l'année 2023. Bonjour Camille. Bonjour Guillaume, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, on va faire aujourd'hui un peu un tour d'horizon sur quelle classe d'actifs investir pour 2023. Mais je pense que le préalable à tout cela, c'est faire un point sur 2022, l'année passée, qui a été une année très spécifique. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une concordance de baisse de classes d'actifs. Donc je m'explique, c'est ces différentes classes d'actifs qu'on a évoquées au début, que ce soit la classe obligataire ou la classe action. On a eu un marché qui a eu des performances négatives. On sait que de manière habituelle, on dit qu'il y a un peu le vase communicant. Quand la classe action ne fonctionne pas, on se réfugie sur la classe obligataire pour rechercher de la performance. Malheureusement, sur l'année dernière, avec la remontée des taux des banques centrales, on a eu aussi une classe obligataire qui, elle aussi, a eu un rendement négatif. Et Camille, on entend souvent parler aussi que c'est la guerre en Ukraine qui a eu directement un impact sur les marchés financiers. Est-ce que c'est dû uniquement à la guerre en Ukraine ou c'est un facteur extérieur qui amène cette crise? Tout à fait. Pour l'inflation, la crise en Ukraine a été en fait le dernier déclencheur qui a donné le dernier coup d'accélération à cette inflation, mais elle était déjà présente 6 à 8 mois auparavant. On avait déjà un contexte qui était fortement inflationniste. Ce contexte était présent par rapport à une décennie de liquidité qui a été déversée sur les marchés financiers. Donc ça s'est vu sur les différents marchés, que ça soit sur le marché immobilier qui a eu des performances très importantes. On a eu des fortes valorisations. Certaines années, des villes comme Angers ont pu faire plus 30% en valorisation sur les biens immobiliers. Alors Camille, c'est très intéressant justement ce que tu nous dis là. On voit que finalement, c'est cette inflation qui est le début du problème en 2022 pour ce qui concerne les marchés financiers. Cette inflation et surtout l'action des banques centrales pour lutter contre celle-ci. On a entendu tout le long de l'année 2022 et ça continue encore actuellement depuis le premier trimestre 2023 que les banques centrales, que ce soit aux États-Unis la Fed ou en Europe la BCE, elles ont un rôle très important dans ce qui s'est passé sur les marchés financiers dernièrement. Tout à fait. Le rôle principal des différentes banques centrales est de maîtriser une inflation autour des 2%. Là, on a eu une inflation qui a largement dépassé ses objectifs. On a même été sur des inflations à 2 chiffres en Europe et quasiment la même chose au niveau des États-Unis. Et le rôle en fait de la banque centrale est de gérer l'afflux de liquidité. Alors pour expliquer un peu ce mécanisme, les taux directeurs vont contrôler cet afflux de liquidité. Plus les taux vont être élevés, plus l'argent aura un coût et moins de personnes vont pouvoir donc emprunter et utiliser cet argent. À l'inverse, dès qu'on aura des taux qui vont être assez bas, on va pouvoir injecter fortement des liquidités dans les marchés et les différents opérateurs vont pouvoir emprunter pour leurs différents besoins. Donc ce que tu nous dis ici, Camille, pour parler très concrètement pour les personnes qui nous écoutent, quand on a des taux bas, on a envie d'investir, et quand on a des taux hauts, ça freine l'investissement, tout comme dans l'immobilier en fait. Tout à fait. Si on veut être très terre à terre et très simpliste,
Quand les taux sont élevés, on coupe le robinet, moins d'investissement. Quand les taux sont bas, on ouvre le robinet, plus d'investissement. Et du coup, ça se déverse plus sur les marchés. Ok, donc c'est ce qui expliquait ces 10 dernières années des performances exceptionnelles sur le marché immobilier et sur le marché financier. Tout à fait. Concrètement, c'est le cas. Camille, on a parlé du marché action. On va également parler rapidement des obligations, puisque elles aussi, elles ont eu des performances plutôt catastrophiques depuis la remontée des taux. Comment est-ce que tu pourrais expliquer assez simplement qu'une obligation, elle perd de sa valeur alors que les taux montent? On pourrait se dire que justement, c'est plus intéressant aujourd'hui une obligation. Pour reprendre à contrario ce que tu viens de dire, en effet, désormais, les obligations ont des taux d'intérêt qui est intéressant, mais la valeur nominale, du coup, a baissé. Pour comprendre ce mécanisme, vous prenez une société qui va émettre une obligation en base 100, qui rémunère un coupon de 2% par année. Si ce taux augmente, comment on va garder le même rendement? Ça va être Par une baisse du cours de l'obligation. donc cette logique, on a une corrélation inversée. Quand les taux augmentent, la valorisation de l'obligation va baisser pour garder le même rendement sur une même société qui aura émis un même type de créance sur une même durée. Je pense qu'on a fait la rétrospective de l'année 2022 et des années précédentes, même on était un peu plus loin. Aujourd'hui, maintenant, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est l'année 2023. C'est ce qui se passe actuellement, un marché de l'immobilier qui tangue forcément, mais on va parler surtout des actions et des obligations. Camille, sur quoi investir en 2023? Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule solution, sinon ce serait trop simple, mais sur quoi on pourrait conseiller nos clients d'investir? Bon, avant de donner mes recommandations, on va préciser, ceci n'est pas des conseils en investissement. Rapprochez-vous de votre conseiller financier pour établir, selon vos objectifs, les allocations en adéquation, que ce soit le choix de l'enveloppe fiscale ou de la classe d'actifs sur laquelle investir. On va aussi dire la phrase d'usage: les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc tout ce qui sera échangé aujourd'hui entre Guillaume, Jérémy et moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux pour avoir des conseils personnalisés selon votre situation. Nous allons dire aujourd'hui des généralités sur les marchés. Il y a plusieurs solutions. On a un retour de l'or qui, en période inflationniste, permet de préserver son capital. On le voit depuis le début de l'année, on a le 11 d'or qui a dépassé les $2000. Alors, j'ai une conviction que rentrer de manière progressive sur l'or sur du long terme permet de préserver son capital, mais bien sûr pour une petite partie, pas pour une grosse partie. On peut être sur du 2 à 5% de vos investissements sur les marchés financiers qui pourraient être sur cette thématique. On est vraiment sur quelque chose de réserve de valeur. Si on a une monnaie qui est déflationniste, qui perd de la valeur, l'or permet de conserver cette valeur en face. Sur la partie obligataire, on vient d'évoquer les obligations. C'est vraiment le grand retour des obligations. Par le passé, on avait ce qu'on appelle TINA, there is no alternative. On n'avait pas d'autre classe d'actifs que la classe action qui avait une rémunération qui était intéressante. Pourquoi? On l'a parlé, l'obligataire, on avait des taux bas, donc peu de rémunération. Désormais, avec la remontée des taux, on a des obligations qui ont des rendements très intéressants. Sur des rendements de sociétés bien notées par les sociétés de notation, on peut tirer du 5% de rendement. Bon, l'accès à l'obligataire en direct, il faut être un investisseur professionnel, mais on peut, via des ETF ou des OPCVM, s'exposer à cette classe d'actifs. Et ça, Camille, c'est également ce qu'on voit dans les comptes bancaires qu'on peut avoir tout à chacun. Par exemple, le livret A, on a vu également qu'il avait augmenté puisque à l'intérieur, ce sont des obligations et des obligations d'État. Et également, lorsqu'on parle d'assurance vie, le fonds en euros à l'intérieur du contrat d'assurance vie, on a également vu en 2022 déjà les participations aux bénéfices des fonds en euros, donc la rémunération tout simplement du fonds en euros augmenter. On peut s'attendre à ce que ça continue dans ce sens-là pour 2023 et sûrement 2024 au moins. Tout à fait. L'augmentation sur les livrets a été fulgurante. On est passé de 0,5% à 3% pour le livret A ou pour le livret de développement durable. Sur les fonds en euros, l'augmentation n'a pas été aussi rapide. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du fonds en euros, vous avez un stock d'obligations anciennes qui avaient des rémunérations moins importantes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un flux de nouveaux entrants sur le support fonds en euros pour acheter des nouvelles obligations à forte rémunération pour faire augmenter cette rémunération. Mais en effet, ces nouveaux supports ont désormais une rémunération qui est plus intéressante dans l'absolu, mais retracée de l'inflation. Il était plus intéressant d'avoir un 1% avec une inflation neutre
qu'aujourd'hui gagner entre 2 et 4% si vous avez une inflation qui va être autour de 7 ou 8%. Et il faut toujours mettre en corollaire la performance réelle. En fait, c'est les taux réels qui seront intéressants. C'est pour ça, pour de l'épargne de précaution, les livrets sont très intéressants. Je mettrais sur le fonds en euros quand même un petit bémol. J'ai un petit penchant qui est assez personnel. Quitte à aller sur de l'obligataire, autant aller sur des OPCVM obligataires plutôt que du fonds en euros. Bien sûr, je ne dis pas d'enlever la totalité de votre fonds en euros, mais peut-être si vous êtes sur une allocation 60% fonds en euros, 40% actions, peut-être profiter de monter à 20-30% sur les 60 sur de l'obligataire de manière progressive pour avoir des rendements plus intéressants. Oui, on le rappelle, c'est vrai qu'il existe un risque sur les fonds obligataires et qu'il n'y a pas de risque sur le fonds en euros car il y a une garantie au capital qui est prévue par la loi. C'est bien ça? Tout à fait. On est bien sûr sur des classes d'actifs qui sont totalement différentes. Il faudra définir avec votre conseiller financier votre profil financier, vos connaissances sur les marchés et votre profil de risque sur le contrat, c'est-à-dire votre appétence au risque et l'espérance de gain que vous voulez et la fluctuation du contrat que vous acceptez. Et justement, on vient d'évoquer le risque sur les investissements. Quand on parle du couple rendement-risque, jusqu'à maintenant, tu l'as dit, il y avait le TINA, There is no alternative, qui poussait justement les investisseurs à aller sur les actions. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du risque que ça représente, c'est toujours intéressant d'aller sur des actions quand on sait qu'on a eu des marchés en 2022 qui ont été très négatifs? Je pense surtout par exemple au marché américain. Sur le marché actions, par rapport aux corrections qu'on a eues l'année dernière en 2022, il devient désormais intéressant de rentrer de manière progressive sur les marchés. On appelle ça le DCA en anglais, le dollar cost average. Bien sûr, là, tout l'enjeu est de se rapprocher de son conseiller financier pour choisir les bons fonds sur les bonnes thématiques. Et c'est là qu'on va voir avec Guillaume quelles sont les thématiques qui peuvent être intéressantes. Par sa composante technologique, au niveau des US, on a eu des fortes corrections. Il pourrait être opportun de rentrer sur ce type de marché. Au niveau européen, on a ce qu'on appelle un PER, c'est le ratio de cherté des actions qui est plus faible qu'aux États-Unis, donc on a de fortes opportunités aussi. On va bien sûr exclure le luxe qui est sur ses plus hauts, désormais on est sur du 40% de la pondération du CAC 40 sur cette classe d'actifs, mais sur des choses plus value, plus défensifs, on peut avoir des choses aussi intéressantes sur les marchés européen. Camille, quand on t'écoute, est-ce que du coup le luxe doit être sorti des allocations financières des clients de ta banque privée ou de nos clients également? Non, loin de là, il faut pas l'entendre du sens là. Sur les marchés financiers, on a un peu trois phases, on va dire, soit à l'achat, soit on est neutre, soit à la vente. Sur le luxe, au vu des PER, donc après, il y a toujours des choses qui sont un peu atypiques. On peut pas comparer Kering, LVMH ou Hermès. Vous aurez par exemple sur Hermès un PER qui est très élevé, donc là, on va être plutôt sur des choses neutres. Mais si on va aller sur LVMH qui reste sur un PER qui reste intéressant, on peut toujours être à l'achat sur ce type de société. Là, on rentre vraiment dans le détail pour des personnes qui voudraient être sur un PEA et acheter des actions en direct. Mais tout ça pour dire que le secteur du luxe au global, en étant sur des OPCVM diversifiés ou sur des ETF, reste toujours opportun. Sur du long terme, ça surperforme de manière assez conséquente. On appelle ça des sociétés avec un pricing power. On peut le retrouver sur d'autres sociétés comme sur du Apple, par exemple, si on veut recoller au secteur technologique qu'on avait évoqué auparavant. Et pour rappeler ça à tout le monde, le pricing power, c'est le fait de pouvoir fixer les prix, et ce qui est très intéressant en période d'inflation comme on l'a connu. C'est ça aussi qui fait la performance des sociétés du luxe actuellement, c'est qu'elles peuvent augmenter leurs prix sans que cela ait un impact, ou en tout cas un impact important sur leur chiffre d'affaires. Et Camille, du coup, si on a bien compris qu'il y avait le secteur technologique qui pouvait être intéressant aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Est-ce que tu encourages aussi la diversification auprès de tes clients? Alors là, Jérémy, ta question, c'est un peu la base d'allocation d'actifs. On va être toujours dans la diversification. Quand, par exemple, j'ai commencé à reparler de l'obligataire, c'est-à-dire qu'on va peut-être surpondérer par rapport à l'allocation cible de votre contrat cette classe d'actifs, mais bien au contraire, il faut continuer à bien diversifier ces contrats pour assurer un rendement périn dans le temps. Et on va dire une maxime un peu très connue et très basique pour vous faire sourire, mais jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, toujours d'actualité sur les marchés financiers. Donc la diversification reste la clé, et quand on t'entend, je crois que le temps aussi. Tout à fait, Jérémy. Le temps est vraiment la clé. On a certaines études qui sont sorties où vous faites des comparaisons. Même un investisseur qui ferait un investissement chaque année au pire moment sur les marchés sur une durée de 20 ans serait fortement positif, contrairement à une personne qui saura
rentrée et sortie du marché. Donc je m'explique, qu'il y aura acheté et vendu, donc c'est-à-dire qu'il sera sorti du marché, qui ne sera pas exposé dans le temps, pourrait vraiment louper la majorité de la performance qui aura été retirée par le marché. Donc Ami, moi j'ai envie de te poser une question, c'est aujourd'hui du coup, si tu devais investir pour tes clients, quel portefeuille type est-ce que tu recommanderais? On rappelle, c'est pas quelque chose que vous devez faire directement, il faut toujours voir ça avec un expert comme nous en tant que CGP, mais en tout cas on peut avoir une idée de ce que toi tu pourrais recommander. Pour répondre à ta question du fait qu'il y a différents profils pour les clients, je vais essayer un peu généraliste, mais pour te répondre concrètement sur quoi investir, ça serait une surpondération par rapport à votre allocation de base sur la partie obligataire en réduisant votre partie de fonds en euros. Donc bien sûr, si vous êtes plus offensif, celle-ci pourrait même disparaître en allant progressivement sur de l'obligataire pour rechercher du rendement. Si vous êtes sur un profil plus défensif, gardez cette poche fonds en euros, mais peut-être la réduire un peu, ou réduire sur la partie action si vous êtes un peu plus défensif. Et sur la classe d'actifs action, sur quel secteur? Je dirais les points d'entrée sur le secteur technologique restent intéressants. L'Europe avec des PER, donc des prix de cherté qui restent intéressants. Et je garderai quand même un biais un peu plus défensif sur les valeurs, parce que les remontées de taux au niveau de l'Europe ne sont pas finies. On a eu hier, on va être en pleine actualité, la Fed qui s'est prononcée et qui laisse sous-entendre qu'il n'y aurait pas de future remontée de taux, même s'il n'y en aurait plus de baisse. Donc on serait plus sur une stagnation. Cet après-midi, Lagarde a parlé, elle, c'était un discours tout à fait différent. On était sur une continuité des levées de taux. Donc là aussi, par rapport à mon discours de l'obligataire, c'est vraiment une entrée progressive, parce qu'on n'a pas atteint le point final sur l'obligataire. Donc comme on l'a expliqué auparavant, quand les taux augmentent, l'obligataire baisse. Donc ça, ne vraiment pas l'oublier. Je voudrais aussi parler de quelques produits atypiques. On peut aller pour les profils plus expérimentés sur des produits à capital protégé, aller aussi sur du private equity. On est sur une sécheresse des liquidités, c'est-à-dire que ces sociétés-là ont plus de mal à lever, donc vous allez avoir des deals qui vont être plus intéressants. Et j'ai un petit biais personnel sur la classe d'actifs crypto-monnaie. Pour moi, on est sur des choses très très volatiles, donc bien sûr, à voir avec votre expert financier pour l'exposition, entre 2 et 5% de vos investissements, mais là, plus que jamais, faire du DCA, donc de l'investissement programmé, ne pas aller sur autre chose que le Bitcoin ou Ethereum, les deux plus connus, et avoir un horizon de placement très lointain. On est sur 10 ou 20 ans pour cette classe d'actifs, mais c'est mon petit péché mignon personnel. Alors, pour résumer un peu nos échanges et pour rappeler à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être commencer à investir, la première chose à faire, c'est de connaître votre profil, savoir si vous êtes prêt à prendre du risque ou non, puisque ça va jouer ensuite sur les choix qu'on va faire ensemble quand on est sur du conseil en investissement. Ensuite, vous devez avoir un horizon de temps assez éloigné devant vous, puisque plus vous investissez sur un temps long, moins vous avez de chances de perdre. À chaque fois, je dis bien que ça ne supprime pas du tout le risque, mais ça permet de le réduire en tout cas. Ensuite, la règle d'or dans les investissements, c'est de diversifier. Comme a dit Camille, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et enfin, j'ai envie de dire, Guillaume, qu'aujourd'hui, on a en plus une diversification qui est tout à fait possible. Nous avons des éléments de marché qui nous permettent de diversifier aujourd'hui entre toutes les classes d'actifs. Donc il faut effectivement privilégier toutes les classes d'actifs, le fonds en euros, la classe obligataire, la classe action. Et c'est vrai qu'une bonne diversification permet aussi de maîtriser son risque. Bien sûr, c'est en rendez-vous personnalisé que vous pourrez développer votre patrimoine avec nous et qu'on prendra des décisions ensemble selon vos convictions et selon nos conseils. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le marché de l'immobilier qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, vous pouvez tout à fait écouter notre podcast numéro 5, le marché de l'immobilier va-t-il s'écrouler en 2023? Et il nous reste à remercier Camille. Du coup, merci Camille d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'était en tout cas un échange très instructif. Merci à vous pour l'invitation. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.